Cette histoire débute en Angleterre en 1856. À Liverpool vit un couple de chrétiens protestants. Robert Quilliam est un riche marchand de coton. Sa femme, Patricia, est une femme au foyer, comme souvent à l'époque, à ceci près qu'elle est dévouée à son mari. De leur union naît William Henry, un jeune garçon dont le destin sera unique. William passe la majorité de son enfance sur l'île de Man, située en mer d'Irlande. Il est élevé dans la tradition méthodiste, une branche du protestantisme qui privilégie la piété et le service de son prochain. Il revient à Liverpool pour y suivre ses études supérieures. Au King William's College de Manx, le programme est rigoureux. Des langues aux sciences, en passant par l'art et la musique, il apprend tous ces aspects de la vie. Il décide de se spécialiser en droit pénal et devient avocat à 22 ans. Il acquiert une certaine réputation. Son engagement pour les droits de l'homme face à l'injustice masquée fait écho. Il prend la défense de suspects impliqués dans des affaires de meurtre de haut profil et parmi les plus médiatisés du moment. Il lui suffira de quelques années pour acquérir une place à la Cour suprême. En 1879, il épouse Anna Johnstone. En parallèle de son métier, il voue une importance capitale à la propagation des valeurs dans lesquelles il a grandi. Il lutte notamment pour la modération de la consommation d'alcool, voire, avec ses partisans, à son interdiction totale. Il est également rédacteur de divers articles dans des périodiques. Il se rend en 1883 au détroit de Gibraltar. Il souhaitait étudier la faune et la flore, riche en histoire. Par hasard, il se retrouve dans la position que prit Tariq ibn Ziyad 12 siècles avant, face à l'Espagne, quand il donna son nom à cet endroit. En 1887, à Liverpool, il tombe malade. Les médecins sont d'avis à ce qu'il aille dans un pays chaud, du côté de Gibraltar. Il décide de faire un détour par le Maroc. Ce qu'il y verra changera sa vision du monde pour le restant de ses jours. Alors qu'il se trouve sur le quai marocain vers Gibraltar, il observe une scène intrigante. Des Marocains, habillés de blanc, se lavent avec soin avec l'eau de la mer. Le bateau quitte le port et met les voiles. Il voit alors ces hadjis, des pèlerins, s'aligner en rang. Ils prient en toute sérénité et soumission. Leurs visages montrent une confiance et une sincérité totale envers leur Dieu. Cette scène touche profondément William. Il se met alors à étudier cette religion. Chaque élément qu'il trouve renforce sa conviction de la véracité de l'islam. Finalement, sur le chemin du retour, il se convertit à l'islam au Maroc. À ce changement de foi s'associe un changement d'identité. Il est désormais Abdullah Quilliam. De retour à Liverpool, il annonce publiquement sa conversion et tente bien que mal de propager cette foi. Sans moyens particuliers, il s'illustre par plusieurs victoires non négligeables. Quelques personnes rejoignent l'islam. Michael Hall, ancien prédicateur méthodiste et l'un de ses convertis, est le premier à être enterré suivant les rites musulmans. Le fait le plus marquant à son actif sont les protestations contre la pièce de théâtre profane de Hall Caine sur le prophète, que la paix soit sur lui. En 1895, l'Angleterre reçoit une visite spéciale. Nasrullah Khan, prince héritier d'Afghanistan, rencontre ainsi Abdullah. Impressionné par son effort pour la communauté islamique de Liverpool, il lui donne 2500 livres qui lui serviront à acheter les 8, 11 et 12 de Brougham Terrace. Ici naquit le Liverpool Muslim Institute, la première mosquée fonctionnelle de Grande-Bretagne. Il fit également aménager une école pour garçons, une pour filles, ainsi qu'un orphelinat, la Medina House.
Lui et son fils doivent alors voyager jusqu'à l'Empire qui abrite alors le califat. Arrivé à Istanbul, il débarque. Il voit alors une silhouette qui ne le laisse pas indifférent. Ses actions ont fait bruit dans le monde. Entouré de gardes et s'appuyant sur son sceptre, se tient un homme portant la fez et la barbe. Le sultan Abdulhamid II se tient devant lui. Il l'accueille avec les honneurs que mérite son travail. Le calife lui accorde alors ce rôle qui lui conférera une autorité suprême. William Henry Abdullah Quilliam devient le cheikh ul-Islam des îles britanniques. L'émir d'Afghanistan, lui aussi, lui reconnaît ce titre. Son influence est alors immense. Les soi-disant massacres arméniens par l'Empire ottoman arrivent aux oreilles du Royaume-Uni. Et Quilliam dénonce ce qui n'est qu'une propagande mensongère visant à dénigrer l'islam et à affaiblir le sultan. Il prend également la défense de la Oumma quand les Britanniques lancent la conquête du Soudan. Il émet une fatwa contre la nouvelle croisade des puissances chrétiennes. Sa voix est aussi portée dans le monde entier, en 1897 lors des guerres gréco-turques, appelant les vrais soldats du croissant à s'enrôler dans l'armée turque. Il mène aussi une guerre du kalam. Il publie The Faith of Islam, un livre qui détaille les principes clés de cette religion à ce public. The Crescent est un compte-rendu hebdomadaire des musulmans en Grande-Bretagne. Et Islamic World, une publication mensuelle de Public Mondial visant à recenser les avancées mondiales de l'islam et à sensibiliser et éduquer l'islam. Le Royaume-Uni, plus particulièrement le Foreign Office, commence à enquêter sur lui. On le soupçonnait d'organiser des mariages islamiques en marge de la loi britannique. On l'aurait alors inculpé de falsification de documents, délit impardonnable pour le juriste qu'il est. Cela le fait expulser et il part alors en Turquie en 1908. Il rentre alors en Angleterre l'année suivante. Il prend le nom de Henry Marcel Léon ou Haroun Mustapha Léon en privé. Son activisme politico-religieux se fait plus discret. Abdulhamid II a été déposé et les jeunes Turcs ont pris le pouvoir, menant à la Grande Guerre. Lors du traité de Sèvres qui achèvera l'Empire ottoman, il dirigera une délégation pour un califat qui unirait tous les musulmans à la mosquée de Shah Jahan à Woking. Il y sera enterré en 1932. Il aura été musulman jusqu'à sa fin.